j'espère que vous allez bien et on va faire une petite vidéo update lecture. Je vais vous présenter les romans que j'ai lus pendant la deuxième partie du mois d'avril, comme ça je pourrai enfin clôturer ce mois. Fin avril, donc j'ai 5 romans à vous présenter, 3 en version papier et 2 lectures audio. Dans l'ensemble, il y a des bonnes lectures et des très grosses déceptions. On y va tout de suite. Je vais commencer avec les lectures papier et un roman dont je vous avais déjà parlé dans mon Follow My Read. Je ne sais plus si c'était le 5 ou le 6, mais donc j'en avais longuement parlé. Du coup, je vais être un peu plus rapide cette fois-ci. Il s'agit de Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. Et ici, moi, j'ai l'édition brochée qui reste quand même assez jolie malgré tout. Par contre, c'est vrai que le dos, forcément, un roman de cette taille, puisqu'il fait presque 1200 pages, le dos a cassé pendant ma lecture, malgré toutes mes précautions. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Ce roman, donc Un jour de nuit tombée, ça fait partie de la saga Les Racines du Chaos qu'elle a créée il n'y a pas très longtemps. À la base, elle avait écrit donc Le Prieuré de l'Oranger et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle avait envie d'écrire d'autres romans dans cet univers. Et donc, il y a celui-ci qui est sorti, qui se passe 500 ans avant Le Prieuré. Et elle a signé un contrat pour un 3e roman qui va se passer dans cet univers-là, même si on ne sait pas du tout encore à quelle période. Le fait qu'à chaque fois ce soit des romans quand même assez espacés dans le temps, c'est pas vraiment une saga dans le sens où chaque tome est la suite de l'autre, fait que vous pouvez les lire de manière complètement indépendante, ça ne gênera absolument pas l'histoire, mais j'imagine que quand on lit tous les tomes, on a une meilleure compréhension de l'univers. Donc moi j'ai Le Prieuré de l'Oranger dans ma palle, et je pense que je le lirai, mais peut-être plutôt vers cet automne, puisque ça a été une très grosse brique, j'ai mis pas mal de temps à le lire, et donc je suis pas, même si j'ai passé une bonne lecture, je suis pas non plus hyper pressée de retourner dans l'univers. Donc dans ce roman-là, on va suivre 4 points de vue, donc qui sont divisés en fait en zones géographiques. On a donc nord, sud, est, ouest. Et les personnages ne se connaissent pas, sont complètement différents, ont des destins de base complètement différents, mais vont être tous confrontés à la même menace. Le mont Effroi va entrer en éruption et va en cracher des créatures maléfiques, on va dire comme ça, qui sèment le chaos et la destruction sur leur passage. Et chaque personnage dans son univers, dans son territoire, va devoir créer des alliances, se battre pour combattre ces créatures. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais comme dit, le fait de l'avoir lu sur très très longtemps, parce que je crois que j'ai mis quasiment 3 semaines à le lire, a fait que j'étais un peu lassée à la fin. Et ce que je lui reprocherais, c'est son rythme qui est assez inégal. En fait, au début, on va vraiment prendre le temps de découvrir les personnages, et franchement, sur 1200 pages, les 400 premières pages, il se passe rien de spécial. On apprend à découvrir les personnages, un peu les intrigues politiques, la façon dont certains peuvent être liés, la façon dont les rénoms sont régentés, on va dire, mais il n'y a pas encore eu le basculement, le coup de théâtre du roman, et du coup ça peut paraître un peu lent. Ensuite, une fois qu'on a ce coup de théâtre, ça reste encore vraiment tranquille pendant au moins 400 pages. Ils mettent vraiment beaucoup de temps à entrer en action et à ce qu'il y ait des actions, je veux dire, dynamiques. Et finalement, vers la fin, ça va beaucoup plus s'accélérer. Mais voilà, je trouvais que le rythme n'était pas bien géré. J'aurais aimé soit moins de pages, qu'on passe moins de temps à découvrir les personnages au début, soit qu'il y ait peut-être un peu plus d'action tout le long du roman pour rester entraîné. Parce que voilà, moi j'étais un peu lassée à la fin. Ceci dit, c'est quand même un univers incroyable. On se rend compte de ce que Samantha Shannon, elle est capable de sortir de sa tête. C'est vraiment fou, c'est hyper fouillé. On sent que ça paraît vraiment presque réel, tellement il y a un souci du détail, de la précision, que ce soit dans les cartes, dans les territoires, dans la façon dont tout s'organise. On sent qu'elle a vraiment tout dans sa tête d'organiser, que tout est fluide pour elle. Et c'est un peu compliqué pour nous au début, franchement. Heureusement qu'il y a les cartes, parce que moi j'avais besoin de m'y référer très souvent pour me rappeler à quel endroit on était, où les personnages voyageaient, etc. Mais voilà, donc un univers incroyable, des personnages assez forts. Je dois dire que le fait de passer autant de temps
dans ce roman fait qu'on est la psychologie des personnages est vraiment très très fouillée. Donc on apprend à les connaître de manière approfondie, ce qui permet de ressentir aussi beaucoup d'empathie pour eux, pour certains plus que d'autres. Moi personnellement j'ai beaucoup plus apprécié Gloriane, je dirais, Wolf aussi, et j'ai eu moins d'affinité avec Tunuva, son personnage m'a moins parlé, on va dire, dans l'ensemble. Mais voilà, les personnages, l'univers, ce sont vraiment les gros points forts de ce roman. Et le point faible, comme j'ai dit, pour moi, c'était vraiment le rythme qui ne m'a pas satisfait, on va dire. Ceci dit, c'est sûr que je lirai les autres romans dans cet univers parce que c'est quelque chose que je trouve très original. Ce qu'elle propose, c'est un monde de fantasy plutôt, alors je ne sais pas si on peut dire dark fantasy, mais en tout cas voilà, c'est un peu plus sombre, sans que ce soit trop sanglant, sans que ce soit trop violent, sans qu'il y ait des scènes de sexe dont on sent qu'elles sont mises là par des hommes pour des hommes. Là, c'est pas du tout le cas, donc c'est quand même une très bonne lecture. Ensuite, on va passer à un cozy mystery. Il s'agit de Un parfum de scandale de Jessica Fellows, ici publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est le tome 3 de la saga Les Sœurs Mitford Enquête. Cette saga, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos saga, justement. J'avais pas du tout aimé le premier tome. J'avais été très déçue par le chemin emprunté par l'autrice, que j'avais trouvé pas éthique et en tout cas pas respectueux. Je peux pas en dire plus là, mais dans mes vidéos saga, il me semble que j'ai spoilé pour expliquer la raison, donc là j'ai pas forcément envie de revenir dessus. Et en plus je trouvais que l'intrigue était menée de manière très brouillonne, j'avais pas spécialement aimé l'écriture non plus. Le problème c'est que vraiment j'étais tellement persuadée que j'allais adorer cette saga et qu'elle était faite pour moi parce que Sœur Mitford, Année 20, Cozy Mystery, c'est plein de choses que j'aime et donc j'avais acheté les 3 premiers tomes d'un coup. J'ai un peu plus aimé le deuxième tome, même si je retrouvais les mêmes défauts. Donc l'intrigue brouillonne, personnage pas hyper sympathique, mais je trouvais que c'était quand même un peu mieux cadré, sans non plus m'avoir époustouflé ou avoir été une super surprise. Ce qui fait que j'ai quand même traîné 1 an et demi de plus depuis ma lecture du tome 2 avant de me lancer dans le tome 3. Et là, hyper bonne surprise, j'ai passé une super lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une bonne lecture. J'ai trop hâte de lire le tome 4 et j'étais déjà en train de chercher est-ce que les autres tomes vont bien être publiés en France ou pas. Puisque en Angleterre, il me semble que le tome 5 de Sûr est sorti et je crois que le tome 6, s'il n'est pas sorti, il est prévu dans les prochains mois puisqu'il y a 6 Sœurs Mitford, donc du coup 6 romans. Je vais passer à une autre lecture dont il me semble que je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Un soupçon de sorcellerie de Michelle Harrison, publié aux éditions Seuil Jeunesse. C'est le deuxième tome de la saga Une pincée de magie, qui compte déjà 3 tomes en français et 4 en version originale anglaise. Donc j'en ai vraiment énormément parlé, j'ai l'impression de le mentionner tout le temps, donc je vais passer très vite. On retrouve les sœurs Widershins qui sont de nouveau entraînées dans une quête, qui doivent de nouveau sauver l'une d'elles, parce que l'une des sœurs va se retrouver en danger, qui vont de nouveau vivre des aventures complètement incroyables et rocambolesques. Il y a toujours ce côté sororal très fort, ce lien entre elles qui est très puissant. Il y a toujours un peu d'humour, il y a des personnages hauts en couleur. On est vraiment dans une histoire qui fait très conte initiatique, où on a la vie des personnages, le point de rupture, et après les aventures jusqu'à arriver à la fin heureuse. J'avais adoré le premier tome. Ce tome-là, j'ai passé un très bon moment, mais je dirais qu'il est peut-être un petit peu en dessous, pas de beaucoup. Premier tome, je lui mettrais par exemple, je pense 17 sur 20, quelque chose comme ça. Celui-là, je mettrais peut-être 15, 15 et demi. Donc voilà, on va pas chipoter, c'est pas une énorme différence. Mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu des longueurs, ou en tout cas que certaines aventures étaient moins passionnantes, ça prenait plus de temps et on pouvait ressentir un petit relâchement au moment de la moitié du récit. Sinon, vraiment une saga super que je vous recommande si vous avez des enfants entre 9 et 14 ans. Je trouve que c'est vraiment la tranche d'âge idéale et c'est sûr que je vais continuer cette saga. Maintenant, je vais passer au roman que j'ai lu en version audio.
Donc j'en ai lu 2 fin avril et les 2 ont été des grosses déceptions. Donc il y en a un, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Pour refaire un peu le pitch du roman, on va suivre une jeune femme qui s'appelle... j'ai oublié son nom, mais ça tient un nom d'une pièce de Shakespeare. Ça commence par un T, mais là le nom ne me revient plus du tout. Qui va en quelque sorte, le soir du bal de promo de sa fille Nine, elle va lui dire non, il faut vraiment qu'on parte. Elles vont monter en voiture pour finir par arriver dans une cabane près d'un lac qui appartient à leur famille depuis longtemps, mais dont Nine n'avait aucune idée jusqu'à présent. Et cette nuit-là, sa mère va lui raconter toute son histoire, depuis son enfance jusqu'à pourquoi est-ce qu'elles sont là ce soir-là. On va donc avoir un retour en arrière, on va découvrir la vie de cette jeune femme dans les années 70, 80, etc. avec ses petits frères, avec sa mère qui était complètement un peu fantasque, un côté un peu extravagant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. J'ai trouvé que les dialogues déjà étaient très réalistes, les personnages étaient attachants. J'ai adoré cette plongée dans les années 70 puis 80. J'ai trouvé qu'on était en pleine session nostalgie et ça m'a beaucoup plu. Et puis arrive assez tard dans le roman d'ailleurs le rebondissement, la raison pour laquelle elle lui raconte cette histoire, la raison pour laquelle tout vient de changer cette nuit-là. Et là, pour moi, ça a été une énorme douche froide. Alors, je l'avais déjà mentionné dans le Follow My Read. J'étais même rentrée pas mal dans les détails sur pourquoi ça a été une déception. J'ai complètement spoilé. Donc, je vous invite à aller regarder là-bas si vous souhaitez avoir tous les détails. Puisque dans mes updates lecture, j'essaye d'éviter de mettre des spoilers. Mais ça a été une grosse déception parce que j'ai trouvé que la raison évoquée n'était pas du tout justifiable ou justifiée. J'ai trouvé que toute la tension, tout ce que l'autrice avait monté, chutait d'un coup, retombait comme un soufflet. Et moi, j'ai été plus indignée par ça qu'émue. Et du coup, à partir de là, j'ai plus du tout réussi à m'intéresser au roman. Et les dernières pages ou la dernière heure de roman, je l'ai vraiment écouté d'une seule oreille sans être passionnée. Enfin, j'étais plus du tout passionnée. Alors que vraiment, j'adorais et qu'on partait sur une excellente lecture. Donc c'est dommage parce que voilà, j'ai adoré l'écriture de l'autrice, j'ai adoré le style, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le contexte historique, politique présenté. Mais pour moi, pour le côté purement secret de famille, c'était complètement raté. Et comme c'est censé être un des aspects majeurs de ce roman, je ne peux pas vraiment être contente à la fin puisque tout cet aspect-là est raté pour moi. Et enfin, on va finir avec le dernier livre audio que j'ai écouté. Il s'agit de Numéro 2 de David Fuenkinos, publié normalement aux éditions Folio. Ça a été une énorme déception qui m'a fait réaliser que je n'aime pas du tout la plume de cet auteur. J'avais déjà lu La Délicatesse, que j'avais pas trop aimé. J'avais trouvé le style un peu original, il y avait des petits aspects que j'avais trouvé sympas, mais j'avais pas aimé son traitement de l'histoire et de manière générale, voilà, pour moi c'était pas une très bonne lecture. Et là, le fait d'avoir lu ce roman, en tout cas de l'avoir écouté, je me rends compte que je ne suis pas du tout sensible à son style. Le nombre de fois où j'ai levé les yeux au ciel en écoutant l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait des phrases qui étaient d'un cliché, d'une mièvrerie, d'une niaiserie. Enfin, vraiment, c'était pas du tout ma tasse de thé et j'en pouvais plus. Et pourtant, le roman fait 5 heures en audio, ce qui est vraiment très court. Je crois qu'en format poche, il fait peut-être 250 pages, donc c'est vraiment très très rapide. C'est le genre de choses qu'on peut lire en une journée. Mais là, j'ai fini par le traîner parce que j'en pouvais plus. Pour expliquer un peu l'histoire, il part du postulat de départ que donc Harry Potter a été un succès mondial. Il y a eu des castings organisés pour trouver l'acteur qui allait incarner Harry Potter à l'écran. Daniel Radcliffe, comme on le sait tous, a été choisi. Mais qu'est-il advenu de la personne qui était numéro 2, la personne qui était en concurrence avec Daniel Radcliffe à la toute fin? Et comment on peut vivre et se reconstruire en sachant qu'on a failli être Harry Potter? Donc désolée, on se retrouve plusieurs heures plus tard pour faire la fin de cette vidéo. J'ai été coupée et du coup, voilà, j'ai dû partir. Donc je vais essayer de finir rapidement sur numéro 2. Je vous parlais du pitch, donc on va suivre ce jeune garçon une fois qu'il a appris qu'il n'a pas été choisi pour être Harry Potter.
et ça va être un coup de massue pour lui qui va faire que dans sa vie, il va garder un traumatisme par rapport à ça. Et à chaque fois qu'il entend parler d'Harry Potter, à chaque fois qu'il y a un nouveau film, un nouveau livre, il va mettre en place plein de stratégies d'évitement pour ne pas être confronté à ça, pour ne pas souffrir. Sauf que ça va vraiment très très loin, ce qui fait qu'il va énormément s'isoler. Il va plus avoir d'amis parce qu'à son âge, tout le monde parle de Harry Potter, tout le monde est fan. Une fois que c'est l'âge d'avoir des relations amoureuses, par exemple, à un moment donné, il va chez une fille, elle a un livre d'Harry Potter, c'est fini, il veut plus la voir. Et ça va être vraiment comme ça tout au long de sa vie, ça va le suivre dans sa vie d'adulte. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé insupportable. Le personnage principal, donc Martin, j'ai eu absolument aucune empathie pour lui. Et c'est aussi ce qui rend la lecture mauvaise. C'est que j'ai trouvé que c'était vraiment un faible, quelqu'un de pleurnichard, sans volonté, toujours en train de s'auto-apitoyer, à qui... Enfin, vraiment, je le supportais plus, en fait. J'en pouvais plus de l'entendre se plaindre, gémir, pleurnicher sur Harry Potter. Je comprends que ça puisse être difficile d'être passé à côté d'une vie de rêve, à côté de la célébrité. J'aurais compris si le traumatisme avait duré quelques années, mais là, que ça le suive tout au long de sa vie, qu'il n'arrive jamais à passer à autre chose, qu'il reste enfermé dans ça, j'avais l'impression que c'était vraiment un manque de volonté et du coup, j'arrivais pas du tout à avoir de la compassion pour cette personne parce qu'il m'énervait trop en fait. Et de la même manière, j'ai trouvé que les parents avaient très très mal géré, très mal géré le comportement de Martin, puisqu'ils vont complètement rentrer dans son jeu. Au début, ils n'osent pas trop faire autrement, et puis petit à petit, en fait, ça s'englue et il n'y a pas moyen de changer les choses. Et pour moi, c'était pas la bonne solution. Ça peut paraître violent la façon dont je parle, et c'est vrai que j'ai pas d'enfant, donc je sais pas exactement si j'étais dans une situation pareille, comment je réagirais. Mais je pense que le bousculer un peu, ou en tout cas le confronter à ses problèmes, lui permettre de, je sais pas, lui permettre de voir un psychologue peut-être, un psychiatre pour discuter sur ça, ça aurait été beaucoup plus efficace. Donc voilà, ça a été vraiment un gros problème pour moi, parce que du coup j'ai pas du tout aimé le personnage principal, et j'ai pas non plus aimé la façon dont David Fuenkinos vers là où il nous entraînait, on va dire, puisque on va vraiment tomber dans du misérabilisme de manière très exacerbée. C'est-à-dire que non seulement il n'a pas été pris pour Harry Potter, mais à côté toute sa vie va partir en fumée, ou en tout cas il va lui arriver plein de malheurs, et il lui en rajoute, il lui en rajoute, il lui en rajoute. On dirait que c'est pas assez, qu'il faut qu'il insiste vraiment sur combien son héros a été malheureux, combien il souffre. Et j'ai trouvé que c'était fait vraiment de manière pas subtile du tout, avec ses gros sabots. Donc c'est pas quelque chose que j'ai apprécié. J'arrive même pas à trouver une bonne morale en fait. Qu'est-ce qu'on est censé penser? Est-ce qu'il a eu raison d'agir comme ça? Est-ce qu'il n'a pas eu raison? La fin m'a pas vraiment convaincue. Donc pour moi ça a été une grosse déception. Voilà, j'ai terminé pour mon update lecture du jour. N'hésitez pas à me dire si ce sont des romans qui vous tentent, si ce sont des romans que vous avez lus, ou si vous m'en conseillez d'autres dans la même veine. Par exemple, pour David Fuenkinos, honnêtement, j'avais très envie de lire Charlotte, qui est plutôt un témoignage sur une peintre, il me semble, qui a été assassinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça me tentait vraiment bien, mais le problème c'est que si c'est la plume qu'il a dans tous ses romans, ça va clairement pas passer pour moi. Donc pour l'instant, clairement pas une priorité. Mais dites-moi si je fais une erreur et il faut absolument que je découvre ce roman. Et voilà pour aujourd'hui. En ce moment, je suis dans le tome 6 des 7 sœurs, et donc ça, je viendrai vous en reparler dans quelques updates lecture. Bonne soirée!